Dans cette vidéo, toujours de la génétique mendélienne, nous allons traiter du monohybridisme en détail, du dihybridisme et du test cross. Donc un petit peu de vocabulaire. Donc une lignée pure, terme qu'on va beaucoup utiliser. Donc ce sont des individus qui présentent tous sur plusieurs générations des propriétés constantes et par essence ils sont homozygotes, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes allèles, en double exemplaire. Les hybrides, quant à eux, sont des individus qui sont issus du croisement de deux lignées pures différentes. Donc par essence, ils sont hétérozygotes. Leurs allèles sont différents. Quant au monohybridisme, donc c'est lorsqu'on étudie des hybrides, mais qu'on s'intéresse uniquement à un seul caractère, c'est-à-dire à un seul gène. Commençons par ce monohybridisme. Donc, on va prendre l'exemple qu'a utilisé Mendel et qui est extrêmement connu, celui du croisement de pois sur lequel on s'intéresse à la couleur des fleurs. Donc, des pois à fleurs violettes avec des pois à fleurs blanches. Donc, voici notre génération P qui nous permet d'obtenir des F1 qui sont à couleur violette. Donc, on écrit les phénotypes, ici V, grand V, puisque on établit à l'observation des F1 que la couleur violette est dominante et que la couleur blanche est récessive. Donc notre couleur blanche, en tout cas au niveau du phénotype, sera matérialisée par la lettre B en minuscule, toujours entre crochets puisqu'il s'agit du phénotype. Notre génotype pour le premier parent sera grand V, pour le second parent petit b. Et notre F1 dans tout ça, eh bien évidemment, elle sera grand V en phénotype et en génotype grand V petit b parce que un allèle de chaque parent est transmis, je le répète, un allèle sur les deux que dispose le parent. Si on décide de faire un croisement F1 fois F1, donc on va obtenir une F2, mais de quel type? Alors pour cela, on va réaliser donc un tableau de croisement ou échiquier de croisement. Donc cet échiquier de croisement, donc on répète, on redonne juste génotype et phénotype des deux. Donc évidemment, on constate que ces F1 ont l'allèle V et l'allèle B. Ça veut dire que lorsque même vont se reproduire, ils vont transmettre soit l'allèle V, soit l'allèle B. Et à la fécondation, évidemment, on va obtenir des résultats qui dépendent des combinaisons possibles. Donc dans ce tableau de croisement, on va mettre sur la première ligne les gamètes du premier parent et sur la seconde les gamètes du deuxième parent. Donc premier parent, soit V, soit B. Et pour le second parent, puisque c'est aussi une F1, pareil, soit V, soit B. Et donc cet échiquier de croisement, ce sera toujours pareil. Chaque case de résultat qui est au milieu, ici il y a 4 cases, sera la résultante du croisement des deux allèles choisis, à savoir de la colonne et de la ligne concernée. Donc pour la première case, ici, grand V, ce qui nous donnera évidemment, en termes de phénotype, grand V. Pour la seconde case, BV, qui nous donnera évidemment grand V aussi, puisque le V est dominant. Pour la troisième case, VB, avec un phénotype V, et pour la dernière case, BB, avec un phénotype B. Donc ici, en termes de résultats, qu'est-ce qu'on a? On a de visible, puisqu'il est impossible d'aller regarder les allèles directement. On obtient sur cette génération F2 3 quarts de phénotype V et un quart de phénotype B. On peut l'exprimer soit en quart, soit en pourcentage, soit en fréquence aussi, de 0 à 1. Quelques règles pour bien remplir correctement ce tableau. Donc chaque case de la première ligne est une possibilité de gamètes, donc il faut toutes les mettre. Et pareil pour la première colonne, évidemment. Les gamètes sont haploïdes, donc ils ne contiennent qu'un seul allèle pour chaque gène considéré. Vous n'avez pas le droit de mettre les deux. Et pour chaque case de résultat, il faut écrire le génotype puis le phénotype en utilisant l'écriture conventionnée, évidemment, telle que nous l'avons fait précédemment. Enfin, une conclusion est indispensable qui donne les pourcentages des différents phénotypes d'hétérozygotes, d'homozygotes, etc. Donc vous pouvez l'exprimer de plusieurs façons, soit en pourcentage, soit sous forme de fraction, soit en fréquence, comme je l'ai dit précédemment. Le dihybridisme cette fois. Donc contrairement au monohybridisme, on ne va pas s'intéresser à un seul gène, mais par contre on va s'intéresser à deux gènes.
Donc évidemment, chacun de ces gènes aura 2 allèles chacun. Hein. Donc exemple, on prend assez régulièrement, celui de pois à graines jaunes et lisses et celui de pois à graines vertes et ridées. Voilà. Donc ça, c'est notre génération P. Hein, on rappelle, génération P, souvent, sauf avis contraire, enfin, sauf explication contraire, lignée pure, donc homozygote. On a donc 2 gènes. On a la couleur des graines et la forme des graines. Avec chacun 2 allèles. Pour la couleur des graines, on a soit jaune, soit verte. Pour la forme des graines, on a soit lisse, soit ridée. Voilà, et ça nous fait donc un certain nombre de combinaisons qu'on va étudier justement juste après. Donc notre génération parentale va nous donner ici des F1 qui sont à graines jaunes et lisses. Donc, à partir de ce constat, on sait que l'allèle jaune est dominant et que l'allèle vert est récessif pour le gène de la couleur. Donc on écrira grand J et petit v puisqu'on choisit ce type d'écriture. Pour la forme, l'allèle lisse est dominant et l'allèle ridé est récessif. Donc nous choisirons l'écriture grand L et petit r. Écriture des phénotypes. Donc évidemment, on n'oublie pas que comme il y a 2 gènes, on va mettre un point-virgule entre les 2 gènes. Donc JL pour le premier parent, VR pour le second. Et notre F1, elle sera JL avec donc évidemment seuls les allèles dominants qui s'expriment. Au niveau de l'écriture des génotypes, on a vu dans la vidéo précédente, donc JJLL pour le premier parent, VVRR pour le second parent, n'oublie pas les parenthèses puisque c'est un génotype. Pour notre F1, évidemment, elle est hétérozygote pour les 2 gènes, donc on ne mélange pas les gènes, hein, on met d'abord ensemble les 2 allèles de la couleur, puis les 2 allèles de la forme. Donc JV, LR. Maintenant, lorsqu'on effectue un croisement de F1 fois F1, que se passe-t-il? Donc voilà, hein, donc 2 F1, hein, hétérozygote par nature. Voilà, on rappelle les phénotypes, génotypes. Qu'est-ce qu'on obtient en F2? Et bien, comme d'habitude, il faut que nous fassions un tableau de croisement. Donc le tableau de croisement sera ici beaucoup plus conséquent que pour un tableau de monohybridisme, puisque nous allons avoir donc 16 cases de résultats, c'est normal. Les combinaisons possibles de gamètes sont beaucoup plus importantes. On n'a pas juste 2 possibilités, mais 4. Donc toujours pareil, première colonne, première ligne, on met les gamètes possibles des 2 parents. Donc ici, premier type de gamète JL, VR, mais aussi JR et VL. Notez bien qu'à chaque fois, vous ne devez pas oublier le point suivant. Je mets bien un seul allèle sur les 2, mais je n'oublie pas qu'il y a forcément un allèle de chaque gène. Hein, je ne peux pas mettre 2 allèles du même gène. Voilà, c'est pas possible. Hein. Il faut que voilà, j'ai au moins un allèle de chaque gène, mais un seul. Pareil pour le deuxième parent, JL, VR, JR et VL. Donc je remplis évidemment les génotypes. Voilà. Et je commence à remplir les phénotypes. Donc je fais bien attention à qu'est-ce qui est dominant, qu'est-ce qui est récessif. Donc première case JL, 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 VR, JR, VL. Je continue, ainsi de suite. Et je regarde au final ce que ça me fait comme résultat. Donc je vois ici que j'ai un phénotype qui est bien dominant, c'est grand J, grand L. Je peux compter, ça me fait 9 cases, donc 9 16e qui sont concernés par ce phénotype dominant. Par contre, si je regarde le phénotype VR, je n'ai qu'une case, soit un 16e. Pour JR, 3 cases, et la même chose pour VL, 3 cases aussi. En termes de résultats, qu'est-ce que ça donne? 9 16e qui montrent le phénotype JL, soit 56,25%. Un 16e qui montre le phénotype VR, 6,25%. 3 16e qui montrent le phénotype JR. Et 3 16e aussi pour le phénotype VL.
Donc ici, pourquoi est-ce que j'ai pris ce classement? On peut noter quelque chose. C'est que ces phénotypes-là, JL et VR, sont les phénotypes qu'on retrouvait dans la génération parentale. De ce fait, on va appeler ça les phénotypes parentaux. Si je regarde les autres, ce sont des phénotypes qui mélangent en fait des caractères de chacun des deux individus de la génération parentale. Donc, puisque c'était des graines jaunes et lisses et vertes et ridées, là, je peux avoir un mix JR et l'autre mix VL. Donc ça, on va appeler ça des phénotypes recombinés. Au niveau des lois de Mendel, on a vu donc en classe qu'il y a plusieurs lois. La première, c'est l'uniformité des hybrides, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un croisement de lignes pures, on obtient des hybrides qui sont toutes uniformes. On a toujours 100% voilà, du même phénotype. Ça, c'est la première loi de Mendel. La seconde, c'est la disjonction des allèles, c'est-à-dire qu'en F2, vous allez retrouver des caractères de la génération parentale qui avaient disparu à cause de la récessivité, mais qui réapparaissent sur cette seconde génération. Enfin, dernière loi, mais qui ne fonctionne que dans un cas, on va le voir, c'est la loi d'indépendance de la transmission des caractères. Sur notre tableau précédent, on a considéré que chaque case était équiprobable, c'est-à-dire qu'il y avait autant de chances d'avoir chacun des 4 gamètes possibles. Eh bien, il se trouve que ça ne fonctionne que dans un seul cas. Ça ne fonctionne que si les gènes sont assez éloignés sur le même chromosome ou sur 2 chromosomes différents. Et il se trouve que parfois, ça n'est pas le cas, c'est-à-dire que les gènes vont se trouver sur des chromosomes relativement proches. Et pour qu'ils se séparent, pour qu'on ait les fameux phénotypes recombinés, il faut qu'il y ait entre les chromosomes ce qu'on appelle un crossing over qui permette de faire des échanges de portions de chromosomes, ce qui va nous permettre d'avoir ces fameux phénotypes recombinés. Or, plus les deux gènes vont être proches, plus ça va être compliqué d'avoir un crossing over entre les deux. Et donc, de ce fait, ces phénotypes recombinés vont avoir tendance à être beaucoup moins nombreux. Donc, la troisième loi de Mendel ne fonctionne que si les gènes sont indépendants et pas liés. Or, il se trouve que pour ça, pour vérifier si c'est le cas, il faut faire un autre test, un autre croisement, dont on va parler juste après. Alors, à quel moment est-ce qu'on le décide? Tout simplement, si vous faites ce qu'on a fait précédemment et que vous regardez vos résultats obtenus par rapport aux résultats attendus et que vous voyez une diminution des phénotypes recombinés. À ce moment-là, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Et donc, on peut procéder à un autre test, un autre croisement, le croisement test ou test cross, que nous allons voir juste après. Ce fameux test cross, donc c'est un croisement bien spécifique, on prend une F1 bien sûr, et on la croise avec le parent qui est double récessif. Dans notre cas par exemple, c'était donc notre F1 qui était hétérozygote à graines jaunes et lisses, vous la croisez avec le parent qui a les graines vertes et ridées. Voilà, donc là moi j'ai pas repris les allèles qu'on avait vus. Moi je fonctionne avec d'autres lettres, c'est pas un problème. Donc premier gène A, deuxième gène B, voilà, notre F1 elle est grand A petit a et grand B petit b, avec un phénotype AB. Et notre parent double récessif, il est petit a, petit b, phénotype AB. Petit a, petit b, pardon. Ici, le tableau va être extrêmement simplifié, tout simplement parce que notre parent double récessif n'a qu'une possibilité de gamète. A, B. Il n'y a pas d'autre choix. Par contre, notre F1 a toujours 4 possibilités. Donc, ici, voilà, grand A, grand B, petit a, petit b, grand A, petit b ou petit a, petit b. Par contre, notre double récessif a petit a, petit b. Et regardez donc ce qu'on obtient, évidemment, donc voilà, vous avez les génotypes, mais regardez bien surtout les phénotypes. Dans ce cas de figure, on constate que le premier va nous donner le phénotype grand A, grand B, le deuxième phénotype petit a, petit b, le troisième grand A, grand petit b, et le dernier petit a, grand b. Eh bien en fait, les phénotypes obtenus sont l'exact reflet des proportions des gamètes de la F1. Si vous voyez, c'est exactement la même chose que ce qui est écrit dans la première ligne.
Donc ça va nous permettre de mettre en lumière les proportions de chaque gamète en fait de la F1. Et donc on retrouve nos phénotypes parentaux, grand A, grand B, petit a, petit b, hein, qui ont permis de... Voilà, c'était les phénotypes des parents qui ont permis d'obtenir la F1, évidemment. Et les autres sont toujours les phénotypes recombinés, un mix des deux. Hein. Et on va pouvoir se servir de ça pour savoir si les gènes sont liés ou pas. De quelle façon? Donc, nos phénotypes parentaux, nos phénotypes recombinés. Première interprétation, vous trouvez 50% de parentaux et 50% de recombinés. Donc là, vous allez vous retrouver sur des gènes qui sont dits non liés. Soit ils sont sur des chromosomes différents, soit sur le même chromosome mais éloignés. C'est-à-dire qu'il peut se produire tout un tas de crossing over entre ces deux gènes, de manière, voilà, avec une chance sur deux, qu'il soit, en gros, qu'on ait des recombinés ou qu'on n'en ait pas. Donc, précisément, c'est sur ces cas sur lesquels est tombé Mendel, et c'est ce qui lui a permis d'établir la troisième loi. Or, par contre, lorsqu'on n'obtient pas ces pourcentages, c'est-à-dire que lorsque les phénotypes parentaux sont nettement dominants, et qu'évidemment les phénotypes recombinés sont bien en deçà de 50%, à ce moment-là, on peut dire que les gènes sont liés, c'est-à-dire qu'ils sont sur le même chromosome et relativement proches. Donc à quoi ça va nous servir tout ça? Eh bien, tout simplement, on va se servir du pourcentage de phénotypes recombinés pour établir une distance entre gènes. On va utiliser une unité particulière qui est le centimorgan, et donc on peut à la suite établir des cartes chromosomiques. Alors je vous donne un exemple, vous faites votre test cross, vous obtenez 20% de phénotypes recombinés, et bien vous estimez que la distance entre les deux gènes est de 20 centimorgans. Voilà tout simplement comment on peut se servir de ce test cross. Donc voilà pour monohybridisme et dihybridisme et test cross.